bonsoir, je vais à mon tour de remercier pour l'invitation. On vous a parlé donc des immunothérapies, le professeur Paquet vient de faire une présentation plus fondamentale. On va revenir à la clinique et à une autre contrepartie des immunothérapies, que sont les effets indésirables potentiels et un peu plus que potentiels. Avant de parler des immunothérapies à proprement parler, il faut probablement faire un détour pour comprendre et anticiper les mécanismes de ce que l'on va voir. On vient de vous parler d'accumulation de peptides amyloïdes sous la forme des traditionnelles plaques amyloïdes et du rôle pathogène supposé très central. Et on a également souligné qu'en parallèle de ces plaques amyloïdes, le peptide A-bêta s'accumulait également dans la paroi des vaisseaux, qu'il s'agisse des artères ou des veines. Vous avez ici un immunomarquage anti-A-bêta que l'on retrouve ici sur un fort grossissement en immunofluorescence. Et on voit que cette accumulation est, pour ainsi dire, transmurale et qu'elle va, comme on le verra, aboutir à une fragilisation de ces vaisseaux. Cette angiopathie amyloïde, elle est présente chez plus de 90% des patients qui ont une maladie d'Alzheimer. Bien sûr, elle est totalement asymptomatique dans l'immense majorité des cas. C'est aussi une pathologie qu'on trouve chez des sujets sans troubles cognitifs, ou en tout cas sans maladie d'Alzheimer, et dont l'expression pathologique va être variable. Voici les principales manifestations de l'angiopathie amyloïde, lorsque cette angiopathie amyloïde ne se résume pas à des anomalies de découverte fortuite sur un examen autopsique par exemple. Ce sont avant tout, du fait de cette fragilisation des vaisseaux, des manifestations hémorragiques qui font la gravité de la pathologie, avec ici sur un scanner cérébral un volumineux hématome frontal. Mais ce sont également ce que l'on appelle les micro-hémorragies, les petits tatouages d'hémocylérine que l'on voit sur les séquences de susceptibilité magnétique, comme ici ce T2 étoile. Ces micro-saignements ou micro-bleeds sont le plus souvent asymptomatiques et ce sont le principal marqueur pour le diagnostic de cette angiopathie amyloïde. Bien sûr, leur nom étant corrélé au risque de saignement. Pour finir sur les manifestations hémorragiques, vous avez ici les plages d'hémocydérose superficielle, cicatrices en quelque sorte de suffusion hémorragique au niveau des sillons corticaux. En plus de ces anomalies, on observe également une leucopathie vasculaire, comme celle vue dans l'ensemble des maladies des petits vaisseaux cérébraux, avec une disposition qui est caractéristique, un peu comme celle des microsaignements que vous voyez ici, avec une prédominance dans les régions postérieures, et en particulier le lobe occipital. Beaucoup plus rare dans l'angiopathie amyloïde, il existe des formes, ou du moins des épisodes dits inflammatoires, avec des œdèmes qui sont plus ou moins diffus et qui se présentent par des symptomatologies variables, principalement des exacerbations des troubles cognitifs. Puisqu'il faut parler un peu d'imagerie nucléaire, il a été montré de manière très élégante que les microsaignements chez les patients qui présentent une angiopathie amyloïde se trouvaient dans les zones d'accumulation la plus importante de peptides amyloïdes, comme visualisé ici. Les microsaignements ont été repérés sur ces imageries en PIB, avec la subdivision de la région environnante en région d'intérêt concentrique et quantification du volume du ratio du DVR dans chacune de ces régions. Et on voit que plus on s'éloigne du microsaignement, plus DVR diminue. Donc c'est vraiment le microsaignement survient à l'endroit où il y a le plus d'accumulation amyloïde. On revient à nos immunothérapies. Ici, donc, les immunothérapies passives, avec les anticorps qui vont venir agir sur les plaques amyloïdes, donc en fixant et en favorisant la détertion du peptide A-bêta qui s'est accumulé. Du peptide A-bêta qui s'est accumulé. Ce peptide A-bêta va donc se retrouver solubilisé et excrété, évacué, en partie par phagocytose, mais en partie vraisemblablement
au niveau vasculaire et périvasculaire, ce qui va pouvoir augmenter éventuellement la charge amyloïde. Bien sûr, ces anticorps vont également se fixer sur le peptide amyloïde qui se trouve dans les vaisseaux, donc qui constitue l'angiopathie amyloïde. Comme vous l'a dit Claire, le premier essai thérapeutique a été celui du vaccin AN1792, et ce vaccin, lorsqu'il est entré en phase 2, a été assez rapidement interrompu du fait de la survenue de complications très graves qui ont été étiquetées comme des méningoencéphalites subaiguës. En tout état de cause, l'imagerie montrait bien que c'était des complications très œdémateuses, cérébrales, multifocales chez un certain nombre de patients, qui avaient la particularité, chez les 18 patients qui l'ont présenté, d'être survenus très précocement dans le cours du traitement, après la première ou la deuxième dose, alors que, et c'était déjà remarquable, les patients qui avaient dépassé plusieurs injections, plus de 6 mois de traitement, enfin plus de 6 mois après la première injection, n'ont présenté, durant le suivi, aucune manifestation de ce type. Les symptômes cliniques ont récupéré chez la majorité des patients, mais quand même, 6 patients sur 18 ont conservé des séquelles sévères. À la fois la fréquence, le tableau clinique initial et ces séquelles ont conduit à l'arrêt du traitement. À l'arrêt, pardon, de l'essai thérapeutique. À partir de là, suite à ces premiers résultats, supposons qu'il pouvait y avoir un lien avec l'angiopathie amyloïde, puisqu'on a observé également, je ne vous l'ai pas montré, mais des microsaignements et des aspects hémorragiques chez certains de ces patients, un consortium d'experts s'est réuni pour essayer de trouver une dénomination et une caractérisation commune à l'ensemble de ces manifestations œdémateuses et hémorragiques qu'on pouvait voir dans ces deux situations qui semblaient proches, celle de l'angiopathie amyloïde symptomatique chez la personne toute venant et le patient présentant une maladie d'Alzheimer et des complications du traitement anti-amyloïde. Et donc, le terme d'amyloid-related imaging abnormalities a été proposé, un terme parfaitement descriptif, avec deux sous-formes, celle œdémateuse, qui se caractérise par des aspects d'hypersignaux lorsqu'on fait une IRM, éventuellement avec réellement un effet de masse, et le terme ARIA-H pour les formes hémorragiques, qu'il s'agisse de micro-hémorragie parfaitement asymptomatique ou d'hémorragie au niveau des sillons corticaux d'hémostydérose, comme on le voit ici, voire d'hémorragie symptomatique dans des cas plus rares. Bien sûr, il n'a pas fallu tarder et attendre longtemps pour que, dès les premiers essais, la phase 1 du bapineuzumab, qui a été l'un des premiers anticorps anti-A-bêta, l'une des premières immunothérapies passives, voir apparaître le même type de complications que celles que l'on avait observées chez les patients traités par vaccination. En pratique, sur les 10 patients de la phase 1, 3 avaient présenté des hypersignoflaires qui étaient parfaitement asymptomatiques et qui s'étaient résolus spontanément lors du suivi. C'était donc des ARIA-E, forme œdémateuse, asymptomatiques. En phase 2, d'autres cas ont été rapportés et je passe directement aux données de la phase 3, qui sont des données sur des effectifs beaucoup plus larges, avec près de 1000 patients traités, presque 1800 patients traités, avec un intérêt tout particulier pour la compréhension de ces complications, c'est que l'étude avait été subdivisée en fonction du génotype du gène de la polylipoprotéine E, avec les patients qui étaient porteurs de l'allèle E4, qui est le principal facteur favorisant la maladie d'Alzheimer, qui étaient subdivisés en un groupe, et ceux qui n'en étaient pas porteurs dans un second groupe, dans lequel des doses plus importantes de traitement étaient administrées. De manière intéressante, les ARIA étaient relativement importantes en fréquence, 15% des patients, malgré la faible dose, chez les patients qui étaient porteurs
de l'ALE4, alors qu'ils étaient très rares. En tout cas, on peut comparer l'incidence pour ce groupe 0,5 mg/kg, chez les patients qui n'en étaient pas porteurs, l'incidence était plus importante, mais à des doses très significativement plus élevées chez les patients non porteurs. La survenue, là aussi, était excessivement précoce. Entre la première et la troisième perfusion, ce sont des perfusions mensuelles, toujours, et heureusement, c'était parfaitement asymptomatique dans la majorité des cas, avec une réversibilité, là encore, sur le plan clinique et sur le plan de l'imagerie, dans l'immense majorité des cas, après arrêt du traitement. Là, on parle des ARIA E, donc les formes œdémateuses, qui sont de très loin les plus fréquentes, mais des anomalies de type hémorragique, ou du moins des anomalies visibles sur les séquences des 2 étoiles, puisque le plus souvent, ce sont des microsaignements, des microblites dont on parle, qui sont parfaitement asymptomatiques, ont également été observés. Là aussi, avec eh bien, une corrélation avec la présence de l'ALE4, de la lipoprotéine E, mais également avec d'autres éléments. Le fait d'avoir présenté eh bien, une anomalie de type œdémateuse, la présence de ce type d'anomalie ou d'anomalie hémorragique à la baseline et la prise d'antithrombotiques. Il n'y avait par contre pas de relation topographique, c'est-à-dire que les microsaignements ou les saignements ne survenaient pas nécessairement au même endroit que l'œdème. Avec pour les autres anticorps qui ont été cités par le professeur Hugon, eh bien, pour la plupart des ARIA ont également été observés, pas tous. Ça n'a jamais été le cas avec le solanezumab, qui est l'anticorps qui allait le plus loin dans son développement, mais pour finalement ne pas montrer d'efficacité. Il est possible d'ailleurs qu'il y ait un lien, comme on va le voir. En effet, le dernier anticorps en cours, celui pour lequel le professeur Hugon vous a donné un peu plus d'éléments, c'est l'aducanumab. Cette immunothérapie a montré des résultats très prometteurs sur les phases initiales, mais le corollaire, ou du moins la contrepartie, c'est que les ARIA sont apparues extrêmement fréquentes chez les patients traités par cet anticorps, puisque ce sont plus de 20% des patients sur les 125 premiers traités qui ont présenté des anomalies IRM, principalement des ARIA E, forme œdémateuse, qui sont demeurées asymptomatiques chez la majorité des patients, les 2 tiers, mais avec des symptômes qui ont nécessité l'arrêt du traitement chez quand même un tiers des patients. Ces symptômes étaient des symptômes légers à modérés, céphalées, troubles visuels et confusion. Et ils sont rentrés dans l'ordre, là aussi, dans l'immense majorité des cas, avec un décalage clinico-radiologique, 4 semaines en moyenne pour la récupération clinique, 4 à 12 semaines pour la récupération IRM. Là encore, eh bien, c'est très précocement que ces anomalies sont apparues, 90% des cas dans les 5 premiers mois de traitement. J'ai insisté sur ces éléments de précocité, puisque, et c'est l'imagerie nucléaire qui nous donne cet élément en termes d'hypothèse mécanistique, chez 2 patients qui ont présenté des ARIA sous bapineuzumab, eh bien, dans le cadre du protocole, un PET amyloïde avait été fait à la baseline au moment de l'inclusion et durant le suivi à 19 semaines. Ceci a permis de voir que les anomalies de type ARIA œdémateuse étaient apparues, alors là c'est un seul patient, excusez-moi, dont on suit l'évolution, étaient apparues précisément dans des régions où il y avait, comme attendu, selon les données qu'on avait observées sur l'angiopathie amyloïde, une forte charge amyloïde, mais surtout c'était des régions qui avaient vu la charge amyloïde diminuer de manière la plus importante. Donc, on peut émettre l'hypothèse que c'est, entre guillemets, le nettoyage, la détertion amyloïde à l'intérieur des vaisseaux qui a pu les fragiliser et donc favoriser la rupture de la barrière hémato-encéphalique et les anomalies, qu'elles soient œdémateuses ou hémorragiques.
ces données-là sont sous-tendues par quelques éléments relativement ténus, quelques données qui ont été obtenues chez l'animal et qui ont permis de construire ce modèle-ci, c'est-à-dire eh bien, une détertion, excusez-moi, oui c'est ça, une détertion du peptide amyloïde qui s'était accumulée ici dans la paroi des vaisseaux. Cette détertion aboutit, entre guillemets, à eh bien, une déstructuration de la paroi vasculaire avec rupture de la barrière hémato-encéphalique qui permet eh bien, l'extravasation jusqu'à ce que, dans un second temps, eh bien, la paroi vasculaire cicatrise, entre guillemets, ce qui pourrait expliquer que eh bien, ces anomalies ne perdurent pas dans le temps, mais qu'elles soient résolutives, et que chez les patients chez lesquels ce processus à l'initiation du traitement eh bien, n'a pas abouti à des complications, eh bien, soit tranquille durant la suite de la prise en charge. En résumé, donc, ces immunothérapies sont et seront associées à des complications. Ce sont des complications principalement à type d'œdème cérébral, focal, œdème qui est des découvertes fortuites dans le suivi, mais qui peut également être symptomatique. Il se pourrait que le taux de survenue de ces complications soit d'autant plus élevé que l'anticorps est agressif, donc a des chances d'être efficace. On connaît d'ores et déjà un certain nombre de facteurs favorisants, en particulier le génotype ApoE et la dose de l'anticorps utilisé. C'est quelque chose qui a été observé, eh bien, quel que soit l'anticorps. Et pour les arrêts de type hémorragique, le fait d'en avoir déjà à l'entrée dans l'étude et la prise d'antithrombotiques. La résolution est spontanée dans la majorité des cas et la survenue semble parallèle à la diminution de la charge amyloïde, ce qui suggère, donc ce qui fait le lien entre les anomalies qui apparaissent de manière sporadique dans l'angiopathie amyloïde et ce phénomène d'origine iatrogène.